Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Elbakri. Bonjour. Vous êtes députée bruxelloise PTB. Parlons alors du social avec vous, notamment des pensions, puisque la FGTB présente aujourd'hui son plan d'avenir pour les pensions, en augmentant, par exemple, notamment le montant des pensions, mais en faisant toute une série d'adaptations pour que les montants soient plus élevés. Ça coûterait grosso modo 7 milliards par an. Et il propose de financer cela en s'attaquant à la fraude fiscale et en augmentant les cotisations patronales. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 réactions. Réaction A, ce sont d'excellentes propositions que le PTB peut suivre. Réaction B, le syndicat socialiste ne va pas assez loin. Réaction C, faisons confiance au ministre Baclaine. Alors, sûrement pas le C, hein, ça vous pouvez compter. On s'en doutait. Mais sans hésiter, le A. Et je pense surtout que les chiffres de la FGTB montrent qu'il y a une politique sociale des pensions est tout à fait réaliste et tout à fait finançable. Parce que la question des pensions, finalement, c'est quoi? C'est une question de choix politique, une question de choix de société. Que va-t-on faire avec toutes les richesses qui sont produites dans notre pays? Est-ce qu'elles vont servir à enrichir une minorité ou est-ce qu'elles vont servir plutôt à améliorer les conditions de vie de l'ensemble des travailleurs? Et quand on a travaillé dur toute sa vie, je pense que ce n'est pas demander la lune de pouvoir profiter d'une pension décente qui nous permette de consacrer du temps à nos hobbies, de partir en voyage, de partir à l'étranger, de s'occuper de ses enfants, etc. Et la proposition de la FGTB est une proposition qui va dans le progrès, bien à l'encontre du plan qui est actuellement sur la table, du plan de démantèlement des pensions que le gouvernement MR-NVA veut nous imposer. Donc c'est un montant minimum de 1 500 €, c'est ça l'idée. Et donc ça veut dire que le PS a déjà signé ce genre de plan, le PTB le signerait aussi, comme le demande, parce que l'FGTB demande aux partis de s'inscrire dans le cadre de ce plan. Donc oui, le PTB dit oui. Oui, et on s'inscrit tout à fait. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui d'avoir des pensions plus élevées. On sait que c'est possible, on le voit en Autriche. En Autriche, les pensions sont bien plus élevées que chez nous. Et il n'y a pas de miracle, c'est parce que l'Autriche investit beaucoup plus, finance beaucoup plus le système des pensions. Et donc les 7 milliards, pour vous, c'est tout à fait finançable? Mais écoutez, dans les 7 milliards, il y a 2 milliards pour avoir un revenu minimum de 1 500 €. Donc encore une fois, ce n'est pas la lune. 1 500 € minimum de pension. C'est toujours 3 fois moins. Donc les 2 milliards qui y seront consacrés, c'est toujours 3 fois moins que les cadeaux qui ont été offerts au monde patronal par le gouvernement MR-NVA. Normalement, les cadeaux, comme vous les appelez, ces baisses d'impôts, ces baisses de cotisations, c'est pour créer de l'emploi. Oui, parlons-en de la création d'emplois. Ce qu'on voit, c'est que toutes les aides au privé, en fait, ne sont pas conditionnées justement par un maintien de l'emploi. Et c'est ça le problème. Alors parlons de baisse d'emploi avec Carrefour la semaine dernière qui a annoncé donc de nombreuses suppressions de postes et des suppressions de magasins aussi, des hypermarchés. Pas à Bruxelles, mais quand même avec des choses qui allaient se passer, des mutations. Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans ce secteur en tant que tel? C'est un secteur qui est en difficulté ou pas? Mais moi, je pense que le problème principal, c'est qu'on est face à un groupe Carrefour. Le groupe Carrefour, c'est 1 milliard de bénéfices l'année passée. Le groupe Carrefour fait le choix, malgré ce 1 milliard de bénéfices, de licencier des travailleurs, des milliers de travailleurs en France et en Belgique. Le groupe Carrefour fait le choix de faire payer aux travailleurs l'enrichissement des plus grosses fortunes de France. Parce que qui est derrière le groupe Carrefour? Premièrement, la famille Moulin. La famille Moulin qui, en France, détient les Galeries Lafayette. Deuxièmement, et tenez-vous bien, le richissime Bernard Arnault, qui est quand même la première fortune de France. Et de l'autre côté, Carrefour nous dit on n'a pas d'autre choix que de licencier. On n'a pas d'autre choix que de licencier des milliers de personnes qui vont devoir recommencer à zéro, alors que de l'autre côté, il y a une minorité, une poignée d'actionnaires qui, excusez-moi du terme, mais se remplit les poches, alors que d'autres doivent recommencer à zéro. Pour vous, ils doivent baisser le dividende des actionnaires, et se préparer à l'avenir, mais ne pas toucher à l'emploi. Mais en tout cas, ce n'est pas aux travailleurs à payer la facture. Moi, j'étais encore samedi matin au piquet de Carrefour à Drogenbos et j'ai rencontré un travailleur qui avait été licencié à l'époque chez Delhaize, à l'époque des gros licenciements, qui ensuite a travaillé en intérim dans les proxys Delhaize avec une baisse de salaire de plus de
plusieurs centaines d'euros, qui aujourd'hui vient de signer un CDD chez Carrefour. Et en fait, c'est rebelote. Combien de fois les travailleurs vont devoir revivre ce cauchemar? En fait, on est dans un cercle vicieux qui nous mène droit dans le mur, un cercle vicieux qui détruit des vies entières de familles qui ne peuvent même pas espérer un minimum de vie, de continuité et de stabilité professionnelle. Alors, il y a des cas personnels, mais il y a des chiffres aussi. Comeos, qui est la fédération de la grande distribution, dit que depuis 2008, le secteur a créé environ 2000 emplois par an. Donc, c'est un secteur qui, malgré tout, crée de l'emploi. Peut-être pas dans les hypermarchés, mais dans d'autres types de grands magasins ou de magasins. Mais ce qu'on constate surtout, c'est que la majorité des emplois dans ce secteur-là sont des emplois extrêmement précaires. Donc, on a une majorité de temps partiel qui, plus est, sont surtout occupés par des femmes. Et les grosses restructurations qu'il y a eu à l'époque chez Carrefour, elles ont emmené quoi? Des fermetures de magasins, gel de salaire, plus de flexibilisation aussi sur les horaires des travailleurs, des pauses qui étaient payées à l'époque qui ne le sont plus. Et c'est ça qu'il y a derrière aujourd'hui, qu'il y a derrière le plan de restructuration, finalement, c'est de s'attaquer aux conditions de travail de chez Carrefour, et plus particulièrement dans les hypermarchés. Mais quand vous dites que c'est précaire, que les conditions de travail sont difficiles, que la flexibilité n'est pas évidente, est-ce que ça veut dire que vous voulez revenir en arrière sur les horaires d'ouverture des magasins, par exemple? Mais en tout cas, nous, ce qu'on constate, et ça je trouve qu'il faut l'avoir très clairement en tête, c'est qu'on est vraiment dans une politique de 2 poids 2 mesures, avec d'un côté les plus grosses fortunes de France qui s'en mettent plein les poches, et de l'autre côté des travailleurs qui sont de plus en plus... Vous ne répondez pas à ma question. Pressés comme des citrons. Mais si, quand on doit travailler le dimanche, quand on doit travailler jusqu'à 22 heures... Mais si on regarde de l'angle du consommateur, donc parce que l'angle du travailleur, vous l'avez bien expliqué, mais de l'angle du consommateur, est-ce qu'il faut revenir à des magasins qui ne sont pas ouverts le dimanche, qui ont des petites heures d'ouverture et des grandes heures de fermeture? Est-ce qu'il faut revenir en arrière? Mais la question n'est pas là. La question, c'est que qui va payer ce plan de restructuration? Est-ce qu'on va faire payer les travailleurs qui ont déjà des salaires les plus bas, ou est-ce qu'on va faire payer... Alors, parce que si Carrefour veut investir dans le commerce en ligne, mais qu'il le fasse avec l'argent des actionnaires, qu'il aille chercher dans les milliards et les milliards de bénéfices qu'il a dans ses caisses. Autre sujet, le foyer Scarbecois. Défaut de prévoyance, c'est la raison invoquée par la justice pour poursuivre le foyer Scarbecois suite à un incendie qui a eu lieu il y a 1 an et qui avait coûté la vie d'une personne. Vous l'avez dans le collimateur, ce foyer Scarbecois. Vous agissez très très fort contre eux, vous exigez même une inspection régionale du foyer Scarbecois. Pourquoi? Mais on agit surtout pour les locataires du foyer Scarbecois qui vivent dans des conditions de vie vraiment inhumaines. Donc effectivement, le parquet va poursuivre pour homicide involontaire, pour coups et blessures involontaires et pour incendie involontaire. Vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, qu'est-ce qui s'est passé il y a 1 an? C'est une mère de famille enceinte qui a trouvé la mort dans un incendie de ce logement social. Mais je veux dire, il faut bien se rendre compte que très vite, on s'est rendu compte, après une première enquête, que cet incendie mortel aurait pu être évité. Qu'est-ce qui est arrivé? En fait, il y avait des détecteurs de fumée qui étaient périmés depuis des années et qui n'avaient pas été renouvelés. Donc, on est dans une situation, que ce soit à Scarbeck ou ailleurs, parce qu'on a vu le cas tout récemment dans les logements sociaux de la ville de Bruxelles, dans les 5 blocs. On est dans des situations vraiment dignes du 19e siècle, où il y a de l'amiante, des champignons, des murs noircis par l'humidité. À Scarbeck, dans le foyer Scarbecois, vous avez des cabines de douche qui font office de salle de bain dans les cuisines, des WC sur le balcon. Et donc tout ça, ça montre un désinvestissement structurel de la politique régionale. Là, ils ont un plan de rénovation au foyer Scarbecois. Alors c'est ça, depuis 1 an, on demande effectivement d'avoir des chiffres corrects, d'avoir un plan détaillé sur les travaux de rénovation qui vont être entrepris au foyer Scarbecois. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a des chiffres complètement et des informations complètement contradictoires au niveau, que ce soit au niveau du foyer Scarbecois, de la région bruxelloise ou du conseil communal à Scarbeck. Et donc ce qu'on demande, effectivement, c'est d'envoyer une inspection régionale pour vérifier l'urgence des travaux, l'état d'avancement des travaux et de pouvoir offrir aussi des conditions de relogement, des solutions de relogement à des centaines de familles qui me semblent
on ne peut pas accepter qu'elles vivent dans des conditions pareilles. Oui, là, le foyer répond en disant en 3 ans, tout sera fait, tout sera réglé, tout le monde sera relogé en 3 ans. Ben oui, mais on a des promesses par-ci, Oui. on a des promesses Vous n'y par-là. croyez pas? Écoutez, les travaux auraient dû commencer là en début d'année, tout récemment avec la section locale du PTB à Scarbeck. On a fait une petite action symbolique pour rappeler que oui, on sera derrière ce dossier, on va vraiment exiger que des solutions soient apportées aux locataires bruxellois. Mais je veux dire, dans une situation tellement... Enfin, on parle de familles qui vivent là-dedans, et ici, en l'occurrence, d'une mère de famille qui a perdu la vie à cause de la vétusté des installations dans le logement. Alors, vous, on parle de Scarbeck, mais en fait, vous êtes au Conseil communal de Bruxelles. Et alors, Pas encore. oui, vous espérez, en tout cas, vous êtes candidate. Vous avez entendu, la ministre flamande Scovlig a refusé tout permis d'environnement à Guélamco. Ça enterre définitivement le projet de stade national. Qu'est-ce qu'il faut faire du roi Baudouin ? Quelle est votre opinion là-dessus? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le Stade national, depuis le début, on est face à un projet qui est complètement bancal, avec en jeu, en fait, des promoteurs privés. Et donc, ma question, c'est de savoir finalement, et un projet qui est complètement bancal, et aussi qui joue sur la concurrence entre les régions de qui aura le projet le plus spectaculaire, le plus bling-bling. Finalement, ma question, c'est de savoir, est-ce que ça va réellement répondre à l'accès au sport pour tous? Oui, ça n'aura même pas lieu, ce projet-là. Ça n'aura même pas lieu. Donc maintenant, faisons un pas en avant. Ce projet, donc, n'aura pas lieu. Qu'est-ce qu'on fait du stade actuel? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il faut le détruire? Il y avait plusieurs Est-ce qu'il faut payer? Il y a plusieurs propositions de plans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut éviter à tout prix le financement par le privé. On l'a vu dans certains PPP. Ça nous met un moment, ça met la région point liés, pieds et poings liés dans des contrats qui sont complètement défavorables pour les finances publiques. Donc il faut le faire avec l'argent du public. S'il faut rénover le stade du Heysel, le stade Roi Baudouin, il faut le faire avec l'argent public? Il faut d'abord analyser la situation et voir toutes les pistes de solutions qui sont sur la table et choisir la meilleure au moindre coût. Mais est-ce qu'on a besoin d'un stade, finalement? Ça, c'est une bonne question. Je dois avouer que je ne suis pas spécialiste sur la question. Vous n'y allez pas souvent, en fait. Hein. Vous n'êtes pas très supporter de football, Je regarde, mais je regarde plutôt derrière mon écran dans mon petit canapé. Mais justement, à la ville de Bruxelles, vous trouvez que c'est la faute ici de tout ce projet-là, c'est à la ville de Bruxelles qu'il faut aller la chercher ou c'est à la région? En tout cas, c'est la logique, en fait, que moi, je remets en question vraiment profondément. Cette logique, comme on l'a vu, comme on le voit dans un tas de projets bling-bling. On l'a vu avec le centre commercial Dox. On le voit maintenant avec Tour et Taxi, donc, où un promoteur immobilier va construire des milliers de logements, mais pas un seul logement social. Et donc, pour moi, c'est cette logique qu'il faut remettre en question et plutôt construire une ville à la taille humaine, une ville à la taille des habitants. Merci Mathilde El Bakri, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.